exclusif avec le recours hypertrophié au factuel, par ailleurs très efficace d'un point de vue formel. L'approche des planches se fait quasiment exclusivement en global, sans aucune approche personnelle. Le type de résonance intime est intratensif pur, témoignant tout à la fois des capacités d'identification humaine stables, d'un potentiel intellectuel certain et d'un évitement massif de la pulsionalité. La formule complémentaire est coartée, venant témoigner de la répression massive des affects et d'un état dépressif sévère, lié aussi à la situation de deuil de cette femme. Les facteurs de socialisation, de rapport au réel, sont par ailleurs surinvestis. Les représentations humaines, perçues dans leur intégrité corporelle, ne peuvent pas être sexuées, mais des scénarios relationnels libidinaux sont possibles. Par exemple, alors je pense que ça doit être la diapositive suivante. Ouais, c'est ça. Par exemple, planche 7, 2 personnages, 2 visages prêts à s'embrasser. On notera, et c'est la diapo suivante, 3 refus de planche, la 4 ainsi que la 2 et la 9. Planche se référant au féminin archaïque. La planche 2 propose une réaction émotionnelle dysphorique au regard de la sollicitation latente. Elle rit, mais les processus de pensée sont bloqués. Cette phrase non terminée, ça me fait penser, 3 petits points, accompagnée de nombreux retournements, s'achève sur le refus de la planche. Non, rien. Le retournement des planches semble s'inscrire comme un agir en lieu et place de la représentation. Madame M témoigne d'une certaine crainte de l'émergence des représentations par la formulation « c'est con » lorsqu'elle donne une réponse. Le protocole de TAT est très restrictif avec 3 refus. Ouais. Avec 3 refus aux planches les moins figuratives, planches 11, 19 et 16. Les problématiques latentes des planches sont toutes perçues, les repères identitaires et identificatoires sont stables, les conflits sont reconnus, mais peinent parfois à s'articuler avec les affects sous-jacents, comme s'il fallait absolument éteindre l'excitation sous-tendue par le conflit. Ou alors, les affects sont reconnus sans parvenir à se lier avec une représentation de perte ou de séparation. Par exemple, à la planche 3. Alors là, ça m'a l'air d'être une dame. Je ne sais pas si elle pleure ou elle dort. Je dirais plutôt qu'elle pleure. Et bien, une fois qu'elle sera calmée, elle se lèvera et elle continuera sa vie. Elle passera à autre chose. Les récits sont marqués par le recours au factuel, à ce qui se perçoit, et laissent peu de place à l'imaginaire. Planche 5. Une femme qui rentre dans son salon, je suppose, je ne sais pas, elle cherche quelque chose ou quelqu'un, elle arrivera à son but. La conflictualité peut toutefois apparaître, même si c'est à minima. Planche 2. Je pense que ça doit être leur fille. Je pense. Je suppose. Elle est plus à aller dans les études que de continuer le métier de ses parents. Donc ça effleure, mais voilà, c'est discret. Les relations peuvent être érotisées. Planche 10. Un couple d'amoureux qui s'entrelacent après une dispute. Ça se termine bien, ils se réconcilient. Le refus de la planche 16, planche blanche, sans possibilité d'étayage sur le contenu figuratif, témoigne de cette difficulté d'accès à l'activité fantasmatique, comme ce que nous avions observé au Rorschach et aux entretiens. Les planches suscitant des mouvements régressifs, planches 11 et 19, sont refusées au même titre que la planche 9 du Rorschach, témoignant d'une angoisse massive face à l'imago maternel archaïque. L'analyse de ces protocoles et la compréhension de son organisation psychique ne peut faire l'impasse du contexte de cette rencontre, d'une part du fait de la grossesse et d'autre part du fait de la situation de deuil dans laquelle elle se trouve au moment de la passation. Concernant les particularités des protocoles de Rorschach et de TAT durant la grossesse, Bellion en 2001 et Claes en 2023 se sont attachés à explorer le contraste qu'ils percevaient entre la facilité d'expression tant des affects que des représentations des femmes enceintes et la facture des protocoles projectifs périnataux, se caractérisant par une baisse importante de la productivité et de la créativité. Si nous retrouvons ce contrôle et cette rigidité dans les protocoles de Madame M, il reste cependant atypique et nous n'avons pas la labilité observée dans les entretiens cliniques par les auteurs. La labilité observée dans la rencontre serait en lien avec la transparence psychique avancée par Bydlowski,
qui se caractérise par l'abaissement des résistances habituelles face au refoulé inconscient. Dans ce cadre, le fonctionnement psychique de la femme enceinte est marqué par un surinvestissement de l'histoire personnelle et des conflits infantiles, ainsi que par une plasticité importante des représentations mentales. Les entretiens avec Madame M sont, eux, marqués par l'impossibilité de mettre en mots ses ressentis et un vide associatif massif. Lorsqu'elle est en mesure de parler, elle ne cesse de répéter qu'elle ne comprend pas et que ça la déborde et qu'il faut que ça s'arrête. Bergeret-Amselec, décrivant l'ensemble des étapes de la vie d'une femme, souligne combien, en plus d'une réviviscence de l'Oedipe, nous assistons à une ouverture de ce qu'elle appelle la crypte de la mémoire du corps. Elle dit, et je la cite, « Chacune de ces étapes, par l'intensité du travail psychique en cours et par le bouleversement corporel à l'œuvre, met à l'épreuve sa capacité de contenance. Ces moments sont des points forts de la vie qui font frôler de très près une position de passivité originaire infiniment effractante. Quand l'étape en cours impose un bouleversement corporel, un questionnement existentiel et de surcroît un bouleversement hormonal, c'est dans sa corporéité qu'une femme est touchée. Corporéité dont on perçoit chez les femmes présentant des vomissements gravidiques combien elle est mise en avant, mise en scène, au centre de toutes les préoccupations et de toutes les attentions. Scène corporelle qui tend à faire paradoxalement écran à la grossesse, puisqu'elles se décrivent majoritairement comme se sentant malades et non pas comme étant enceintes. À l'issue de ce bilan, nous pouvons émettre l'hypothèse que les nausées de début de grossesse viennent réactiver chez Madame M une détresse infantile, la soumettant à un débordement pulsionnel incontrôlable, tant la défaillance du par-excitation face aux sensations somatiques est prégnant chez cette patiente, particulièrement autour de l'oralité. Lors de la restitution du bilan, Madame concède sa difficulté à reconnaître, verbaliser et gérer ses émotions et confirme une histoire infantile douloureuse sans pour autant en dire davantage. Le travail thérapeutique est rendu complexe par les difficultés d'association libre et d'introspection de cette patiente et par le contexte de deuil actuel nécessitant une très grande prudence sur le travail autour des imagos parentaux. La contenance exercée par la maternité à travers l'hospitalisation et la prise en charge médico-psychologique vient servir de par-excitation externe au vécu somatique nombreux de la grossesse qui déborde totalement les capacités psychiques de cette jeune femme. La massivité de la détresse émotionnelle de Madame M vient donner sens à la fixation du symptôme vomissement, expression somatique d'un impossible traitement psychique des conflits internes, difficilement repérable et symbolisable pour cette jeune femme. Lors du dernier entretien après l'accouchement, Madame est soulagée. Elle n'a plus aucune nausée ni vomissement et verbalise qu'elle veut rentrer chez elle et reprendre le lien avec sa fille aînée. En conclusion, nous avons conscience que la présentation d'aujourd'hui inaugure le début de la recherche, qu'elle ouvre à ce jour bien plus de questions que de réponses. Pour autant, nous avons choisi de mettre au travail l'hypothèse du symptôme hystérique dans l'hyperémèse gravidique. Hypothèse qui fut longtemps l'approche de la psychanalyse, hypothèse utilisée aujourd'hui par certains soignants ou la société pour rendre compte de l'incompréhension qu'ils ont de ce symptôme. Hypothèse combattue ardemment par les femmes subissant ces vomissements. Nous proposons aujourd'hui de penser l'hyperémèse gravidique non pas comme une hystérique de conversion, où le moi est assez différencié et où le travail psychique peut se faire à partir de symptômes corporels ayant sens de conflit et désir refoulé, mais comme pouvant éventuellement être l'expression de ce que McDougall a nommé l'hystérie archaïque. Pour l'auteur, si l'hystérique souffre de trop de réminiscences, dans l'hystérie archaïque, le sujet souffre de réminiscences blanches, gelées, et tout le travail thérapeutique semble nous mettre au défi de trouver leur moi perdu. À nous d'offrir, dit-elle, notre visage, notre corps, notre parole, à ce cramponnement symbolique, si nous le pouvons. Voilà. Bravo.